All rise. Voulez. Monsieur le greffier, venez nous présenter l'affaire inscrite dans le mécanisme est en audience. Bino, Pino et voté. Everté. Merci, veuillez vous rasseoir. Bon après-midi, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire MICT 18-116 PT dans l'affaire Turinabo et consorts en audience ce mardi 4 juin 2019 pour une conférence de mise en état. Merci, Madame la greffière. Je suis le juge Van Johnson, le juge en l'affaire. Les parties peuvent-elles se présenter, à commencer par le bureau du procureur. Bon après-midi. Le bureau du procureur présenté par moi-même, Tambile Segouet, qui suis responsable de la branche par intérim de la branche d'Arusha. Je suis accompagné de Aren Bouli, responsable du dossier, Joshua Sweg, Take Senze, Stavroula Papadopoulos. Merci beaucoup, les équipes de défense. Turinabo qui est présent à mes côtés, Mademoiselle Warda Salim et moi-même, Stéphane Bourgon, avocat au Barreau du Québec au Canada. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller de Anselme Zaboniba. Merci. Au nom de Zaboniba, je suis Geoffrey Robert, l'avocat de Ndegimana. Accompagné de Maître Sébastien Chartrand du Barreau du Québec, Mme Cécile Lecoll, qui est assistante juridique, et dans la salle d'audience, il y a l'enquêteur, M. Fernand Bâtard, et moi-même, conseil principal, Philippe Larochelle du Barreau du Québec à Montréal. Merci. Merci, Maître. À présent, le conseil de Marie-Rose Fatouma. Merci, Monsieur le Président. Je suis Maître Gatera Gashabana. Je suis le conseil de Madame Marie-Rose Fatouma. Je suis accompagné de Justin Abineza, enquêteur au sein de l'équipe de défense. Je vous remercie. J'ai oublié de dire que je suis avocat au barreau du Rwanda. Merci. Merci, Maître. Enfin, le conseil de M. Dick Prudence Mounier-Chouli qui a obtenu l'autorisation écrite au terme de l'article 69C, l'autorisation donc de nous suivre à partir de l'AE. Merci beaucoup. Dick Prudence Mounier-Chouli est en audience à Kigali. Je comparais une audience à distance. J'ai mon assistant juridique et un stagiaire avec moi. Merci beaucoup. Cette conférence de mise en état est organisée. Les informations confidentielles ne devraient pas être présentées en audience publique. Les informations confidentielles, celles doivent être présentées. L'intervenant doit demander l'audience à huis clos pour éviter que des
les informations confidentielles soient divulguées au public. La comparution initiale, la première comparution initiale a eu lieu le 13 septembre 2018. Ensuite, il y a eu des conférences de mise en état le 13 décembre 2018 et le 14 mars 2019. Aujourd'hui, la conférence se tient 82 jours après la dernière conférence de mise en état, conformément à l'article 69A, qui prescrit que la conférence de mise en état doit se tenir dans les 120 jours qui suivent la dernière conférence de mise en état. L'objet de la présente conférence est de faciliter l'échange entre les parties pour le procès rapide, pour faire le point sur l'état de l'affaire, pour donner à la défense l'occasion de soulever des questions, y compris l'état de santé mentale et physique des accusés. J'ai appris que les parties se sont rencontrées hier et ont discuté sur le plan de travail, sur les questions litigieuses présentes et anticipées, ainsi que les questions de communication et la présentation des moyens à charge. J'en ai été informé. En ce qui concerne l'évolution de la procédure, j'ai rendu 70 décisions et ordonnances depuis que j'ai été affecté à cette affaire et 28 depuis la dernière conférence de mise en état. Je vais rappeler certains aspects marquants de la situation depuis la dernière conférence de mise en état. Le 29 mars 2019, j'ai rejeté la demande de M. Zabondima pour une libération provisoire dans une maison sécurisée en République unie de Tanzanie, concluant que je n'avais pas l'autorité pour le faire. En mai, j'ai aussi rejeté la demande de M. Ndagijimana aux fins de sursis à la procédure, ainsi que la demande de Mme Fatuma pour une décision pour que j'intervienne en ce qui concerne la traduction des documents en Kinyarwanda. En outre, j'ai rendu 6 décisions relatives à l'accès à la défense aux éléments de preuve en possession du procureur. J'ai aussi rejeté la demande distincte aux fins d'ordonner que le procureur obtienne des documents à partir du Rwanda, mais j'ai ordonné au procureur d'user de ses bons offices pour obtenir ces documents du Rwanda. Enfin, cette semaine, j'ai rendu 4 décisions. Notamment l'harmonisation des mesures de protection applicables à l'affaire. J'ai jugé aussi non fondée la demande de M. Mouniéchoul d'un procès séparé. J'ai ordonné au procureur d'apporter des précisions limitées supplémentaires à l'acte d'accusation amendé et j'ai résolu la question relative du greffe relative à la rémunération des équipes de défense. Je demeure saisi de la question concernant les perquisitions faites en février 2019 quartier pénitentiaire ainsi que des effets saisis lors de cette perquisition. Je voudrais maintenant demander au greffe de retourner en audience publique. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Je me réjouis de la coopération entre les parties concernant la question du plan de travail fixant les échéances du procès. Le dernier projet de plan de travail a été partagé avec les conseils. Il suggérait que les dépôt des écritures préalables des pièces soit fixé à juillet, début juillet, et que le procès commence en octobre. J'ai informé les parties que j'ai l'intention de maintenir les échéances fixées. Cependant, je voudrais donner aux parties l'occasion de présenter les préoccupations qu'elles ont pour les besoins du procès verbal. Les parties peuvent aussi soumettre à mon appréciation d'autres questions qu'ils ont. Je ne voudrais pas me pencher sur la portée et la durée et les modalités de conduite du procès. Les débats sur ces questions seront appropriés après avoir reçu les mémoires préalables au procès conformément à l'article 70. C'est à ce moment qu'on va en discuter. Toutefois, je pense que la présentation des moyens à charge ne dépassera pas 4 à 6 semaines. Cela inclut
plus le temps nécessaire pour l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. Je suis informé que hier, la défense a décidé ensemble qu'il serait plus facile d'avoir des arguments question par question plutôt que accusé par accusé. Je voudrais maintenant donner l'occasion aux équipes de défense de présenter leurs arguments concernant donc ce plan de travail. Ensuite, le procureur s'exprimera après que toutes les équipes se seront exprimées. À ce moment, je donne la parole donc aux équipes de défense. Quelle équipe voudrait commencer? Oui, Monsieur Bourgon. Bon après-midi, Monsieur le Président. Concernant le plan de travail, bien entendu, hier, nous avons eu des entretiens avec les conseils des chambres. Nous résumons nos préoccupations en deux aspects. Nous avons la première date, la date de juillet, à laquelle les procureurs doivent présenter son mémoire préalable au procès. La deuxième date, c'est celle du 14 août, date à laquelle les rapports des experts sont dus. Monsieur le Président, lors de la dernière conférence de mise en état, je devrais commencer par la première conférence de mise en état, à laquelle le bureau du procureur a dit dans cette même salle que nous ne devrons pas attendre jusqu'à la dernière minute ou jusqu'à l'expiration du délai pour communiquer les moyens de preuve. À la dernière conférence de mise en état, il nous a été dit que le procureur avait rencontré toutes ses obligations de communication. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, et cela a un impact considérable sur le plan de travail. Nous voudrions nous assurer que le procès commence le 7 octobre. Selon le plan de travail. C'est une priorité pour mon client, M. Tourinabo, et je pense que c'est le cas pour les autres co-accusés. Toutefois, pour que ce que je dis puisse se faire, il serait nécessaire, et je ne voudrais pas me répéter pour la 4e fois, il est nécessaire que le bureau du procureur soit plus coopératif en matière de communication et dans le respect de ses obligations. Monsieur le Président, nous avons un mémoire préalable au procès qui doit être déposé le 1er juillet. Nous disons qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le procureur ne communique pas au moins des détails concernant certains de ces témoins avant cette date. Nous pensons également que le procureur n'a aucune raison de ne pas communiquer quelques rapports d'experts. Il n'est pas possible, Monsieur le Président, que le procureur n'ait pas encore choisi des témoins. Et il n'est pas possible que le procureur n'ait pas encore identifié des rapports ou obtenu des rapports de certains de ses experts. Ces témoins experts. S'il faut attendre jusqu'au 8 juillet, au 14 août, nous aurons certainement des problèmes. Et nous voulons éviter ce genre de problème. Au nom de mon client, M. Tourinabo, nous disons, encore une fois, que nous tenons à bien commencer le procès le 7 octobre. Et je ne dirai rien concernant la communication, rien davantage, et je voudrais m'en tenir à cela. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître Bourgon. Un autre conseil qui voudrait s'exprimer à cet effet? Brièvement, Monsieur le Président, je ne voudrais pas reprendre ce que Monsieur Bourgon a dit. Je l'appuie totalement. Alors, Monsieur le Président, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Alors, on impose des choix à mon client. Alors, il doit choisir entre un procès équitable et un procès rapide. Il a le droit de choisir les deux. Alors, je suis préoccupé en raison de ce que les communications ne sont pas faites à temps. On les renvoie tout le temps. Cela nous crée des problèmes. Alors, généralement, je ne m'inquiète pas de la sorte, mais le problème, c'est qu'on nous donne de nombreuses informations et nous approchons de la date du début du procès. Nous risquons de nous retrouver avec beaucoup d'informations que nous ne pourrons pas traiter.
Comme mon client me l'a dit, voilà 9 mois qu'il a été arrêté. Il est en détention depuis 9 mois. Alors, nous nous rapprochons de la date anticipée qui est le 7 octobre pour le début du procès. Et ce temps est très long pour lui et nous pouvons le comprendre. Il aurait bien été heureux de voir que ce procès commence avant, mais aussi aurait-il fallu que le procureur puisse s'acquitter de ses devoirs. Alors, le procureur devait nous déposer son mémoire préalable au procès au mois d'avril. Le procureur ne nous a pas dit qu'il aurait des problèmes à déposer ce mémoire au mois d'avril. Alors, vous avez rendu une décision en réduisant la tâche de ce mémoire préalable. Nous pensions que vous leur aviez facilité la tâche. Alors, en ce moment, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne sont pas en mesure de nous fournir ces informations. En ce qui me concerne, il s'agit de délais. Ils doivent pouvoir nous fournir ces informations. Comme mon collègue l'a dit, ils ne sont pas justifiés à attendre jusqu'à la dernière minute. Toutes les informations qui doivent nous être communiquées doivent l'être. Ceci fait partie des obligations du procureur. Même la traduction des documents, les documents doivent être traduits avant de nous être communiqués. Le procureur doit prendre des mesures en tant que professionnel pour que nous puissions être assistés à la préparation de ce procès qui va commencer le 7 octobre. Si nous continuons de la sorte, on court des risques et le procès risque de ne pas commencer à temps. Alors, je n'ai pas d'observation à faire en ce qui concerne les délais tels que les délais ont été décidés. Le problème, c'est l'interprétation que le procureur fait de ces délais. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour que le procureur puisse s'acquitter de ses responsabilités? Il faudrait que le procureur soit prêt à tout faire pour communiquer les documents à temps, nous dire à quel moment ces documents seront communiqués. Il faudrait que les mesures, Monsieur le Président, soient prises par vous-même pour que nous puissions disposer de ces éléments, de ces documents. Et j'espère que le 8 juillet, nous aurons tous les documents dont nous avons besoin et dans le format que nous attendons. Et après cela, nous pourrons également poser d'autres questions. Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter. Les délais me conviennent. Mais le problème, c'est que mon client est en détention depuis un laps de temps assez important et il faudrait que le procureur puisse s'acquitter de ses responsabilités. Si ce n'est pas le cas, cela aura un effet sur le début du procès. Y aurait-il d'autres observations? Monsieur Maître de La Rochelle. Alors, je partage tout à fait l'avis de mes collègues, en particulier ce que vient de dire Maître Roberts. Alors, nous devons faire des choix entre un procès équitable et un procès rapide. Mon client attend impatiemment le début de ce procès et nous espérons que le 7 octobre, ce sera effectivement la date du commencement de ce procès. Alors, en Tanzanie, les routes ne sont pas toujours très bonnes. On a beaucoup de dos d'âne, mais j'espère que nous pourrons y arriver. Alors, j'ai un certain nombre d'observations à faire sur des questions spécifiques qui, pour moi, risquent de présenter des risques et qui risquent de créer des problèmes pour le déroulement de ce procès. Alors, en reconnaissant qu'on peut avoir des problèmes, lorsque je discute avec mon client, je suis très préoccupé. J'ai l'impression de tomber d'un avion sans parachute. Alors, je veux soulever 5 points qui, à mon avis, sont très importants. Mon collègue, Maître Robert, a parlé d'un certain nombre de données. Au moment où nous sommes en train de nous exprimer dans cette salle d'audience, 1,8 terabytes de données est en train d'être mis sur un disque dur. 1,8 terabytes de données. Ces éléments qui ont été saisis au moment de l'arrestation des accusés le 3 septembre 2018 au Rwanda. Alors, nous vous invitons à prendre connaissance du premier document que je vous ai communiqué. Je vous demande, Monsieur le Président, de passer à une
audience soit huis clos, étant donné qu'il s'agit là d'une communication confidentielle. Alors, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président, dit le greffe. Merci, Monsieur le Président, dit Maître La Rochelle. Hier, au cours de notre réunion, tous ensemble, en toute bonne foi, nous avons cherché les voies et moyens de faire en sorte que ce procès se tienne bien. Et la question des attributions s'est posée. Et le procureur a pensé qu'il s'agit là d'un domaine où la défense pouvait faire un certain nombre d'admissions. Alors, il faudrait tout simplement qu'on puisse comprendre avec certitude que tel numéro de téléphone est le numéro de telle personne. Alors, vous avez rendu une décision le 13 mai, Monsieur le Président. Vous avez ordonné au procureur je suis prêt à faire ces admissions. Vous avez ordonné au procureur de nous communiquer les éléments qui permettaient qu'on sache que tel numéro de téléphone était le numéro de telle personne. Alors, nous avons eu un désaccord en ce qui concerne l'interprétation de cette décision. Mais prenons la logique du procureur pour cet après-midi. Ils doivent notifier le Rwanda en demandant ces éléments. Le 28 mai, cela n'avait pas encore été fait. Hier, on nous a demandé d'admettre tout cela. Cela n'est pas encore été fait. Alors, il y a un certain nombre d'observations. Le procureur a dit qu'il avait tout simplement oublié, c'était tout simplement un oubli. Je vais me contenter de cela pour le moment. Cependant, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de diligence de la part du procureur. Il s'agit d'une lettre, 10 minutes pour écrire cette lettre et 3 minutes pour que le greffe le transmette au Rwanda. Cela ne peut pas durer un mois, Monsieur le Président. Alors, je passe au point suivant, et c'est là le cœur du problème. Les documents que vous avez devant vous, le deuxième et le troisième document, et c'est de ma faute, dit Maître La Rochelle, car je n'ai pas demandé à Cécile de bien les classer. C'est le troisième document, Monsieur le Président, c'est celui-là, c'est de celui-là que vous devez prendre connaissance. Madame le procureur, vous voulez qu'on passe en séance à huis clos pour traiter de cette question? Monsieur le Président, je n'ai pas encore lu la décision en mesure de protection et je ne voudrais pas pouvoir créer des problèmes. Je voudrais faire référence à ce qui se trouve dans ce document que j'ai entre les mains. Monsieur le Président, on peut tout simplement éviter de mentionner les noms des personnes spécifiques. On peut maintenir la séance publique, Monsieur le Président. Le 28 juin 2017, le 27 juin 2017, le procureur a demandé au Rwanda d'intercepter des enregistrements et des conversations téléphoniques des individus qui sont mentionnés dans ce document. Alors, il est important de noter à la deuxième page, au troisième paragraphe, que le bureau du procureur demande aux autorités rwandaises de fournir les enregistrements de ces communications. Le bureau du procureur demande que les enregistrements de chaque jour d'interception soient communiqués au personnel du bureau du procureur à Kigali à 11 h au plus tard le lendemain matin. 2 ans plus tard, nous sommes toujours en train de courir après ces interceptions, ces enregistrements.
Monsieur le Président, je vais m'appesantir sur cette question d'interception car il y a des choses qui me troublent. Car vous vous rappellerez que nous avons demandé, par le biais d'Andamous, de demander ces enregistrements du Rwanda. Le bureau du procureur a répondu le 29 mars. C'est le document suivant, Monsieur le Président. Et j'appelle votre attention, Monsieur le Président, à la réponse du procureur du 29 mars 2019 au paragraphe 6 de ce document. La seule correspondance existante avec le gouvernement du Rwanda en ce qui concerne l'obtention, les éléments requis dans la requête, c'est un enregistrement daté du 29 février 2019. Le procureur va vous communiquer ce document très rapidement. À ce moment-là, nous avons pensé que cela nous semblait négligent de n'avoir pas sollicité ces enregistrements. Alors, je voudrais appeler votre attention, Monsieur le Président, à une lettre que nous avons reçue le 17 octobre. Pardon, dit l'orateur, une lettre qui nous a été communiquée le 10 mai, il y a 3 semaines. Ceci, Monsieur le Président, pour vous montrer que Madame le procureur ne dit pas la vérité. Dans cette lettre que M. Marcussen a envoyée au Rwanda, je vous appelle, Monsieur le Président, à lire le paragraphe 1. Il demande au Rwanda de transmettre des éléments de preuve sous forme électronique. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne suis pas au courant de ce qui se passait. À ce moment-là, qui avait présidé au sursis des communications de la défense dont je vous ai déjà parlé. Peut-être c'est l'équipe de la défense de Ngirapatori qui peut vous en parler. Peut-être qu'il y avait des délais en ce qui concerne un certain nombre de questions. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train de débattre avec Mutangana du résultat de la procédure dans l'affaire Ngirapatori. À la page suivante, au point 2, enregistrement vocal d'interception de communication téléphonique, rapport du 31 juillet 2017. De plus, pour les raisons présentées, CEO, il serait préférable que le mécanisme puisse obtenir toutes les communications et également les numéros interceptés au cours de la période incriminée. Peut-être un autre oubli de la part du procureur, mais lorsqu'ils ont répondu le 29 mars, en disant qu'il n'y avait pas d'autre correspondance envoyée au Rwanda pour obtenir ce matériel, ces éléments, disons que cela n'était pas la vérité. Ce n'était pas la réalité. Alors, je suis pratiquement tenté de demander les conversations WhatsApp entre le procureur et le Rwanda. De quoi s'agissait-il dans cette correspondance? Le document suivant. C'est une lettre hautement caviardée du 17 novembre 2017. En passant, je voudrais dire que j'appuie la requête de M. Nzabonipa qui demande que ce document, le document non cavardé, lui soit communiqué.
Alors, la lettre que nous avons reçue cette fois-ci, je pense que c'était vendredi dernier, en fait, la semaine dernière, dit Maître La Rochelle. Il s'agit d'une autre correspondance entre le procureur entre les procureurs, celui du mécanisme et celui du Rwanda. Lorsqu'on regarde ce document, on en prend connaissance à l'annexe 2. Alors, il y a plusieurs paragraphes qui traitent de la même chose, annexe 2, 1A. Je ne vais donc pas mentionner la première partie de la phrase, je vais revenir tout simplement à ce qui a été dit. L'audio de cette conversation a été entendu par le mécanisme au bureau du procureur à Kigali. Est-ce que le procureur a décidé de se décharger de ses responsabilités? Est-ce que le procureur a décidé de commencer à travailler à partir de Kigali pour analyser les conversations des personnes qui sont mentionnées dans le RFR 2001-2017? Alors, qu'est-ce que le bureau du procureur fait à Kigali? C'est eux qui doivent obtenir les cassettes et ne doivent pas déléguer le travail aux autorités rwandaises, tel que cela semble être le cas lorsque je prends connaissance de ce document. Et je dois noter en passant que, après avoir contesté notre requête, le procureur a fait exactement ce que nous lui avons demandé, c'est-à-dire demander les cassettes à partir du Rwanda. Alors, le document suivant. Alors, c'est un document plus volumineux que nous avons reçu vendredi dernier également. Il s'agit du document RFA 29-2011, en date du 29 avril 2019. Monsieur le Président, vous savez ce que c'est que je tiens entre les mains? Il s'agit d'un document du procureur qui enfin demande ces cassettes du Rwanda. Ceci, tout simplement pour vous situer, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on peut faire avec ces cassettes. Lorsque vous regardez tous les tableaux qui sont joints à ce document, c'est le même type d'analyse que vous pouvez faire. Nous ne pouvons pas faire cette analyse étant donné que nous n'avions pas ces données. Vous pouvez prendre une conversation au cours d'une période donnée entre deux individus et comparer avec ce que vous avez reçu et voir combien de conversations sont manquantes pour la période au cours de laquelle les conversations ont été interceptées. Alors, un commentaire qui se trouve dans ce RFA au paragraphe 3 que je ne comprends pas. Le 29 mars 2019, il a été confirmé au bureau du procureur que les autorités rwandaises étaient en possession de cassettes additionnelles pour cette période incriminée dans la requête du procureur. Est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Même en ce moment-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des cassettes qui manquaient. Ils ont oublié qu'ils avaient demandé ces cassettes le 17 octobre 2017. Alors, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Je ne comprends pas. Alors, dernièrement, j'ai lu un dicton qui disait que si vous ne faites pas une bonne planification, vous ne serez jamais à la page. Alors, Monsieur le Président, comme vous pouvez le voir, on nous donne des documents et nous essayons de comprendre ce qui se passe. La nuit dernière, en prenant connaissance de ce document, ce que vous avez devant vous, généralement, j'imaginerais que les conversations
interceptés rentrent dans ce document que je viens de vous présenter et qu'on ne parlerait que des individus qui sont mentionnés dans ce document. On peut passer à une audience à huis clos rapidement, si vous le permettez. Monsieur le Président, Mesdames du greffe. Alors, nous sommes en séance publique, Monsieur le Président, dit le greffe. Monsieur le Président, dernier point. Vous avez un dernier document devant vous. RFA 065. C'est le premier dont nous avons pris connaissance, qui a été présenté en la présente affaire. Il comporte une demande au point 6 pour 24 numéros de téléphone différents. Et ceci le 26 septembre 2016. Demande en révision, dans la procédure en révision, qui a été déposée en juillet 2016. Alors, j'espère que ce n'était pas une information confidentielle. Si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, ma dernière question au procureur, Monsieur le Président. On va donc caviarder tout cela du procès verbal. Nous pouvons passer en séance à huis clos pour que je puisse en terminer. Madame du greffe. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que nous avons beaucoup de problèmes qui nous attendent. J'aimerais pouvoir être rassuré de ce que cela ne se passera pas comme je le crois, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver en train de sauter d'un avion sans parachute. Nous avons beaucoup de préoccupations en ce qui concerne les communications qui nous ont été faites à ce stade et nous nous posons des questions de savoir comment est-ce que le procureur satisfait ses obligations en matière de communication. Et je me rappelle clairement, lors de la dernière conférence de mise en état, avoir entendu le procureur dire fermement que toutes leurs obligations en matière de communication avaient été satisfaites. Alors, je voudrais que le procureur puisse reprendre cela, redire cela aujourd'hui. Merci, le Président. Voilà donc quelles étaient mes préoccupations. Merci, Monsieur Larochelle. Y aurait-il d'autres observations en ce qui concerne les mêmes questions? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes que la défense aimerait poser? Merci, Monsieur le Président. J'interviens pour ma cliente Marie-Rose Fatouma. En ce qui la concerne, nous notons également, comme vient de le démontrer le confrère, qu'il y a encore pas mal de difficultés quant à ce qui concerne la communication des pièces. Vous constaterez, Monsieur le Président, que la communication des pièces, qui relève de l'article 71 du règlement de procédure et preuve, a encore pas mal de difficultés auxquelles il échait de faire face. Monsieur le Président, nous avons adressé
pas mal de demandes à l'accusation concernant des rapports sur des éléments qu'il détenait et qui l'alléguaient être disponibles. Il s'agissait, je demanderais peut-être que d'un rapport d'un enquêteur. Un rapport d'un enquêteur qui portait sur divers éléments de communication téléphonique au niveau de nos clients, de ma cliente. Les réponses que nous a réservées le procureur sur ces points sont restées vagues, notamment dans une lettre nous adressée le 24 mai 2019. Je voudrais peut-être que l'on décrète le huis clos sur ce point, puisqu'il s'agit d'un rapport d'un expert du 4 février 2019, lequel a été à la base des diverses saisies qui avaient été pratiquées sur les effets en possession de ma cliente. Nous avons également déploré au niveau toujours du même procureur le fait que nous lui avions adressé une demande en vue de procéder à l'inspection du matériel qui avait été saisi à notre cliente au moment de son arrestation, notamment son téléphone. Il nous a transmis un rapport partiel de l'extraction fait de ces matériels, mais aujourd'hui nous restons toujours sur notre soif, puisque les éléments complets au niveau de ces rapports ne nous ont pas encore été transmis et oui, il y a un problème. Nous sommes de retour en audience publique maintenant. Au vu de ces éléments, Monsieur le Président, nous souhaiterions que vous preniez des mesures drastiques qui pourraient nous rassurer, voire même des mesures exceptionnelles, que la défense reçoive dans les délais raisonnables des éléments sur lesquels compte s'appuyer le procureur pour défendre sa thèse. Nous l'avons demandé et nous ne cesserons de le demander, d'autant plus que, au moment où nous vous parlons, la plupart d'éléments de preuve demeurent caviardés. Le procureur hier a pris l'engagement que tout sera prêt dans les meilleurs délais, suivant la date qui a été précisée. Mais n'oublions pas que les enquêtes du procureur ont débuté depuis 2016. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, il continue toujours à faire des enquêtes et il continue à promettre des éléments de preuve qu'il ne sait pas communiquer, ou alors, quand bien même il les communique, il les fait d'une façon que ce soit à la veille de la conférence. Nous souhaiterions, Monsieur le Président, qu'à ce niveau-là, on puisse tenir compte du temps dont dispose la défense après le 8 juillet. Nous n'aurons que pratiquement un mois, deux mois,
alors que le procureur a eu 3 années, 4 même années entières pour présenter ses moyens de droit. Vous comprendrez, Monsieur le Président, les conséquences qu'une telle situation puisse avoir sur l'égalité des armes. Nous noterons également, Monsieur le Président, un contentieux qui est né au cours de cette procédure, le contentieux consécutif aux saisies. Nous en avons parlé longuement lors de la dernière conférence de mise en état. Et jusqu'à présent, pas mal d'éléments consécutifs à ces saisies n'ont pas encore trouvé de réponse. Et également, ça a des effets au niveau de la communication. Et puisque moi, je considère qu'une communication qui n'est pas faite est presque le même qu'une communication tardive. Voilà, Monsieur le Président, concernant la question de communication des pièces, les inquiétudes que nous avons, et nous souhaiterions que des mesures exceptionnelles soient prises pour que les communications ne puissent pas se faire à demi-mesure, mais que ce soit des communications entières pour permettre à notre cliente de présenter valablement ses moyens de droit. Voilà, en ce qui concerne les communications de pièces, la petite contribution que je comptais apporter aux exposés qui ont été développés avant et auxquels je me rallie en intégralité. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'aurai à intervenir sur d'autres questions auxquelles doivent faire face nos clients. Merci. Merci, Maître Gashabana. Je voudrais maintenant passer à la haie. Maître Kant, est-ce que vous avez des questions à soulever? Très brièvement, je sais que la dernière fois, je n'avais pas beaucoup de choses à faire parce que mes confrères avaient déjà exprimé mes préoccupations et mes frustrations. Ma préoccupation première est l'attente, la longue attente pour la violation d'une ordonnance de la Cour. Franchement, je pense que nous avons besoin de vous prouver que ce que nous disions était la vérité. J'ai eu le temps de lire le procès-verbal de la conférence de mise en état. Pour assurer un procès rapide, nous parlons des mois et des années de détention. À cause des contacts téléphoniques qui ne sont pas définis. C'est quoi le contact indirect à travers la télécommunication? C'est comme ça que la question a été présentée pour faire une nouvelle modification de l'acte d'accusation. On a dit que c'était par télécommunication. La réalité est que nous avons nos preuves, nous savons ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Le procureur estime qu'il lui faudra un mois pour présenter 18 témoins. Nos préoccupations sont celles-ci. Notre position n'a pas changé. Nous voulons un procès le plus tôt possible, plutôt que plus tard. Nous pouvons le faire en juillet si c'était possible. Mais je me joins aux collègues qui disent que le temps est en train de passer. La Cour devrait peut-être intervenir pour mettre fin à ceci. Il faut que nous soyons prêts pour le procès. Il ne faut pas qu'il y ait des excuses.
Sinon, j'ai l'impression que nous n'avons pas de direction. Cette question que nous avons soulevée concernant la définition des contacts indirects, moi je connais les éléments de preuve. J'ai parlé avec mon client et je dis que nous sommes prêts. Je ne demande que l'occasion ou la possibilité de vous montrer nos preuves. C'est tout. Mais encore faut-il qu'on nous laisse le faire. Nous sommes maintenant de retour en audience publique, Monsieur le Président. Madame du bureau du procureur, oui, Madame la procureure, pas Madame du greffe. C'est vrai, vous avez raison, mais au moins vous êtes une dame. Oui, je vais commencer par les questions soulevées par mes confrères de la Défense et sur la question de la communication. Je vais passer la parole à mon confrère Take Sensei, qui s'occupe de toutes ces demandes de communication, que ce soit à travers la correspondance ou des requêtes. En ce qui concerne le plan de travail, Monsieur le Président, le procureur est prêt à y aller selon le plan de travail qui nous a été communiqué par vous. En fait, nous sommes en voie pour finaliser notre mémoire préalable au procès le 8 juillet, comme cela a été demandé. Nous sommes aussi en voie de terminer toutes les autres communications et écritures stipulées dans le plan. Nous entendons des préoccupations de nos collègues qui ne voient pas les raisons pour lesquelles nous ne communiquons pas la liste des témoins avant la date butoir. Ils disent que l'attente causera des problèmes. Mais on ne nous dit pas de quel problème il s'agit, on ne nous dit pas pourquoi le bureau du procureur est tenu de communiquer des informations avant le délai imparti par le règlement. Devant le mécanisme, tout se fait selon le règlement et il y a des délais qui sont fixés et nous voulons les respecter. L'article 70E dit fixer le délai de dépôt de la liste de témoins et des déclarations de témoins. Aussi longtemps que nous ne violons pas ces délais, nous ne voyons pas en quoi nous manquons à nos obligations. Nous sommes prêts à faire toutes les communications et à faire tous les dépôts selon les échéances. Il y a aussi une sorte de dénaturation de ce que nous avons dit le 14 mai. La défense dit que le bureau du procureur avait indiqué avoir respecté toutes les obligations. Non, nous avons la transcription de ce qui s'est dit. Nous avons dit que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour-là, nous avions respecté toutes nos obligations. Nous savons tous que la communication est une activité continue. On ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas. Nous obtenons des documents, nous les communiquons à la défense. Et je pense qu'il y a aussi une dénaturation de ce que nous avons dit en disant que nous aurions prétendu avoir tout communiqué. Non, nous avons dit que nous avions respecté nos obligations et nous continuons de le faire. Et nous avions dit que nous allions continuer après le 13 mars. Monsieur Sensei, comme je vous l'ai déjà indiqué, nous donnera tous les détails des documents communiqués, conformément à quels articles, de quel texte fondamental. Il est également très intéressant d'entendre les arguments de certains collègues parce qu'au bout du compte, on ne comprend pas si la plainte que le bureau du procureur n'a pas communiqué de documents ou si c'est la manière dont le document a été communiqué qui sont en cause. Le bureau du procureur ne fabrique pas des éléments de preuve. Il est connu
Et on l'a vu dans toutes les demandes d'assistance et dans toutes les communications. Nous dépendons des États ou de l'État concerné pour toutes les informations. Nous faisons de notre mieux pour communiquer dans la forme obtenue de ces autorités pour l'utilisation ou non par la défense. Dans certains cas, la défense a demandé que le bureau du procureur communique des documents d'une manière qui permet à la défense de faire des recherches. Et il nous demande de nous les donner dans la forme dans laquelle nous avons obtenu des éléments du Rwanda. Le procureur est d'accord pour dire que nous avons communiqué les documents obtenus du Rwanda. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que, c'est ce qui me paraît, la fiabilité de ces moyens de preuve. Et c'est sur cette base que nous parlons des demandes de communication. C'est une contestation presque quotidienne. Nous sommes à un stade où nous avons atteint un point où la défense a les éléments, mais ils veulent pouvoir s'assurer de la fiabilité de ces documents. Maintenant, ils disent qu'il y a un dumping de documents sur eux. C'est ça la communication. Cela est dû à la nature et au volume des documents. Nous vous les communiquons dans la forme que nous avons. Au bout du compte, nous ne savons pas sous quelle forme vous voulez que nous communiquions ces documents sans qu'on nous accuse de dumping. Nous vous avons informé que nous avons plus d'1 terabyte. Voilà, nous voulons respecter l'obligation de communication. Maintenant, nous voulons que nous fassions le tri pour vous. C'est aussi inexact, d'une certaine manière, de dire ou de suggérer que aujourd'hui, c'est la première fois après 9 mois que le bureau du procureur fournit à la défense des éléments extraits des appareils. Le 8 mars, quelques éléments ont été communiqués et nous avons indiqué que ces extraits n'étaient pas complets parce qu'il y avait des autorités qui nous aidaient à extraire ces éléments et le travail n'était pas complet. Nous avons fait le nécessaire et nous avons soumis les appareils à d'autres autorités pour nous aider parce que nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et nous avons été très transparents. Nous avons informé au fur et à mesure à la défense plutôt, de la manière dont nous travaillons. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis ce matin. Et ils nous accusent de faire du dumping et qu'on leur a parachuté 1 terabit de données. Je voudrais également apporter des précisions concernant le document qu'a utilisé Maître La Rochelle pour présenter ses arguments, pour expliquer ce que représentent ces annexes. Je parlerai en audience publique et j'essaierai de ne pas divulguer des informations. La plainte est que dans le RFA initial, le procureur a demandé aux autorités rwandaises de faire des interceptions, des écoutes. Et il dit que dans cette annexe, des noms apparaissent et des numéros de téléphone et des personnes dont le bureau du procureur dit que ces écoutes n'avaient pas été demandées. Cela est très dommage parce que on semble vouloir dire que le bureau du procureur ne dit pas la vérité parce que il est dit que nous n'avons pas dit la vérité en disant que nous n'avons pas demandé l'écoute de ce numéro. Nous avons donné 0029. Nous avons donné 5 noms seulement. Ce qui est annexé, ce sont des extraits d'appels ou des relevés des appels
Pourquoi le procureur a annexé cela sur cette RFA? C'est parce que c'est sur la base de ces relevés d'appel que le bureau du procureur a pu savoir quels sont les enregistrements qui manquent. Il n'est pas donc surprenant que dans ces annexes, on trouvera des listes de noms qui n'ont pas, ou des numéros de téléphone qui n'ont pas été écoutés. Dans la dernière colonne, vous trouvez N et Y. Et les numéros de téléphone auxquels a fait allusion M. La Rochelle sont sous la rubrique non. C'est-à-dire que ces numéros n'ont pas été écoutés. Le non ne veut pas dire que nous n'avons pas demandé. Le non veut dire qu'il n'y a pas d'interception, il n'y a pas d'écoute sous ce numéro. Le bureau du procureur aussi est censé répondre à l'accusation d'avoir demandé certaines choses dans son RFA 69. Ce n'est pas du ressort de la défense de nous demander pourquoi nous faisons nos enquêtes de telle ou telle manière. Une autre plainte, si je peux ainsi dire, on nous dit que 2 ans après, nous continuons à demander ces enregistrements. Eh bien, je rappelle tout simplement que ce n'est pas nous qui fabriquons des éléments de preuve. Nous dépendons de l'État duquel nous sollicitons l'assistance. Nous n'avons rien à cacher. Il ne faut pas avoir le sentiment que le procureur détient des choses qu'il ne veut pas partager. Et je parle en toute confiance que les éléments que nous avons à notre possession, si ces éléments sont des éléments de preuve, nous les avons communiqués selon l'article 71 et 73 du règlement. Nous allons aussi communiquer, conformément à l'article 76. Nous allons examiner ce qu'il y a communiqué selon la décision d'hier, du 3 juin, sur les éléments que nous avons. Nous allons voir ce qu'il convient à caviarder pour des besoins de protection. Tout ce qui reste concerne la fiabilité des éléments de preuve. Et tout cela est dit parce que la défense a déjà en possession des éléments. Et ils veulent savoir si ces éléments ont été obtenus de manière légale. Il n'y a aucune base pour contester la légalité de ces éléments. Je voudrais à présent passer la parole à mon confrère, M. Senzé. Il répondra sur les différentes questions relatives à la communication. M. Senzé, dit le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à tout le monde. Comme ma consoeur vient de le dire, je pense que le Conseil à la Haye l'a reconnu. Le bureau du procureur ne peut communiquer à la défense que ce qu'il a en sa possession, et c'est ce que prévoit le règlement. Nous avons entendu aujourd'hui de la bouche de plusieurs conseils beaucoup de plaintes sur les éléments non communiqués, sans spécifier si ils sont sûrs que nous possédons ces éléments avant de nous accuser de violer le règlement. Depuis septembre 2018, ils ont reçu énormément de communications. Il est important donc de dire, pour les besoins du procès verbal, ce que nous avons déjà communiqué à la défense. Selon nos informations, depuis septembre 2018, nous avons communiqué des éléments de preuve d'une taille de 112 gigabits
approximativement 44 000 fichiers. Selon l'accusé, des quantités différentes d'informations. Ils ont aussi reconnu que dès le 31 mai 2019, nous avons indiqué que nous avions encore 1,81 terabits d'informations à communiquer. Ces informations peuvent ne pas être supplémentaires. Certaines de ces informations peuvent avoir été déjà communiquées, surtout en ce qui concerne les éléments extraits des appareils électroniques. Des experts nous ont communiqué ces informations et nous sommes prêts à les communiquer dans le format dans lequel nous les avons obtenus. Nous devons, Monsieur le Président, également dire que le procureur est allé encore plus loin et communiquer à la défense un travail d'analyse fait à l'intérieur du bureau du procureur dans la préparation de son travail. Pour assister la défense dans la préparation, nous ne sommes pas tenus par le règlement de faire ces communications, mais nous l'avons fait. Nous voulions faire preuve de coopération. Il faut que cela soit reflété au procès verbal pour démontrer notre bonne foi. Monsieur le Président, nous avons jusqu'à présent répondu à au moins 100 communications des équipes de défense qui nous demandaient des communications. Nous continuerons à le faire dans les limites de nos moyens et nous continuons à communiquer des éléments à notre disposition en respectant les délais fixés par le règlement ou selon les demandes des équipes de la défense conformément à l'article 71B. Nous continuerons à le faire tout au long de ce procès. Et on dit cela pour les besoins du procès verbal. Je vais passer maintenant à la réponse concernant les préoccupations soulevées par des conseils de la défense. Par exemple, en ce qui concerne les données électroniques, les enregistrements, ainsi que les inspections des effets saisis. En ce qui concerne les interceptions, nous avons entendu beaucoup de plaintes selon lesquelles le bureau du procureur n'aurait pas communiqué toutes les interceptions. Mon consoeur a déjà dit que nous dépendons de nos interlocuteurs pour les éléments. Nous demandons ces éléments, quand nous les obtenons, nous les analysons, nous les évaluons et nous les communiquons. Les conseils ont fait allusion à cette demande d'assistance du 27 juin 2017, référence numéro 3, je crois, dans ce dossier, par laquelle le procureur a demandé des interruptions des communications téléphoniques de certains numéros de téléphone. Le Conseil a continué pour établir un lien entre cette demande et les dires du procureur selon lesquels nous avons... C'était... Je m'excuse. C'était plutôt une déclaration selon laquelle nous avions reçu une seule communication en réponse à notre demande d'interception, selon le Conseil. J'essaie de trouver le document. Merci. Voilà, il s'agit du numéro 2, document numéro 2 dans son dossier. Il établit un lien entre ce document et notre demande d'interception. Ce n'est pas exact, Monsieur le Président. Je vous renvoie à l'annexe à ce document, page 2 de l'annexe. Il s'agit du RFA que le bureau du procureur a communiqué dans cette réponse. Notre demande au Rwanda, dans ce cas, a été visée à obtenir les autorisations
ou les permissions pour intercepter les conversations téléphoniques. Il ne s'agissait pas d'une demande d'interception. Il s'agissait d'une demande d'autorisation, d'une autorisation que la défense avait demandé que le bureau du procureur fasse pour qu'ils comprennent la base juridique sur laquelle les écoutes ont été effectuées. Vous verrez que en considérant le dernier document numéro 6, vous constaterez que le numéro de référence à la fin est RFA 00921. Document numéro 2, référence terminée par RFA 0029.1. En date de 2017, de l'année 2017, et le dernier RFA porte le numéro 0029.11. Voilà les demandes de communication, les demandes d'assistance que nous avons adressées au Rwanda. Depuis 2017, nous avons fait beaucoup de demandes pour obtenir des éléments et où nous avions observé des lacunes dans les éléments obtenus. Monsieur le Président, je ne sais pas s'il existe une autre démonstration de diligence de la part du bureau du procureur que celle-ci. Je pense que cela prouve largement que nous avons fait de notre mieux pour communiquer à la défense. Les propos de Maître Larochelle ne sont pas exacts et il est possible de faire la vérification nécessaire en considérant les RFA que nous avons, les demandes d'assistance adressées au Rwanda. J'ai aussi promis de parler des données relatives aux écoutes. Nous les avons communiquées en format PDF, en format Excel, et je pense que les formats Excel peuvent être exploités. On peut faire des recherches. Mais la défense se plaint. Elle dit que nous n'avons pas communiqué les éléments dans un format qui permette de faire des recherches. Nous avons l'impression que la défense voudrait que le bureau du procureur analyse les données et fournisse à celle-ci sa propre analyse des données. Cela ne fait pas partie de la communication. Cela dit, j'ai déjà indiqué que nous avons fourni des feuilles Excel, en Excel, du travail d'analyse que nous avons mené nous-mêmes sans en être obligés. Le Conseil parle en outre des analyses que l'équipe de M. Ngirabatwa aurait préparées. Je suis désolé, nous n'avons pas bien compris. S'il voulait dire que nous avions fait des analyses et que nous avions communiqué à M. Ngirabatwa, ou plutôt que M. Ngirabatwa avait investi des ressources pour analyser des données et que nous n'avions pas communiqué ces données. Pour nous, cette prétention n'est pas claire. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. En ce qui nous concerne, nous avons fourni nos données et nous avons fourni des données internes à nos services, donc des analyses de ces données. Enfin, en ce qui concerne les demandes d'inspection des appareils saisis, nous sommes déjà exprimés là-dessus dans différentes correspondances avec des équipes de la défense. Et nous avons insisté pour dire que nous avons soumis ces appareils aux experts pour une inspection professionnelle. Et au moment où on nous a demandé des éléments, nous avons dit que nous ne les avions pas à notre disposition et nous avons dit que dès que ces appareils nous seront rendus, que nous allions organiser des séances d'inspection pour le bénéfice des équipes de la défense.
ce n'est que tout récemment que nous avons obtenu des extraits de ces appareils. C'est-à-dire que bientôt, nous allons pouvoir donner l'occasion au Conseil d'inspecter ces éléments. Je suis désolé, ces plaintes deviennent trop récurrentes. Mais cela ne nous avance pas à quoi que ce soit. Mais nous vous assurons que le plus tôt possible, le plus tôt que nous pourrons le faire, cette occasion sera fournie à la défense. Monsieur le Président, je pense que je suis arrivé au terme de ma présentation. Je suis disposé à répondre à toute question. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez pu, que les équipes de la défense ont pu présenter leurs préoccupations, que vous avez pu répondre, je pense que c'est bien fait. Mais si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, vous êtes libre de le faire. Je serai bref, Monsieur le Président. Je pense que le bureau du procureur n'a pas vraiment compris les questions que j'avais soulevées. Et je voudrais être clair. Ici, il est question des choses que le bureau du procureur doit bien comprendre. La première question concernait le document numéro 6. RFA 29.11. Ce document a été envoyé par le bureau du procureur le 29 avril 2019 et il est clair, au vu de la deuxième page, qu'il demande des enregistrements manquants et RFA 29.11 est mentionné à la page 2. Il y a des écoutes qui manquaient après les interceptions. Pour les mois de août à septembre, les dates pour lesquelles l'autorisation a été accordée. 2017. Vous verrez donc que tout cela correspond aux noms qu'on trouve dans la liste, excepté les conversions que j'ai mentionnées, dont les noms ne sont pas mentionnés du tout. Et malheureusement, vous n'avez pas la version colorée parce que vous verrez clairement ce que le procureur a en sa possession, ce qu'il demande. Et les personnes non nommées peuvent être vues aussi. Nous n'avons pas reçu de RFA demandant des interceptions de ces personnes. Pourquoi est-ce que ces personnes figurent dans la liste des enregistrements manquants? C'est la question à laquelle ils n'ont pas répondu. Voilà. Question suivante. Le bureau du procureur maintenant se vante d'avoir parachuté des documents et des informations sur nous, des informations qu'ils ont depuis 9 mois. Moi, je ne me vanterai pas de cela. Ce qu'on nous a donné, ce sont des données brutes. Je suis désolé, il n'y a rien qui permette au bureau du procureur de se vanter d'avoir attendu tant de mois pour fournir à la défense des données brutes. Ils se cachent derrière la coopération avec un État donné. Ils disent ces données sont dans un État, nous n'y avons pas accès. Permettez-moi de dire ceci. Le 27 juin, lorsqu'ils ont écrit au Rwanda, vous savez combien de temps cela a pris pour que ces enregistrements commencent? 3 jours. 3 jours. Du 1er juillet, ils travaillaient déjà en train de faire des écoutes. 2 ans plus tard, on nous dit que nous devons encore attendre. La coopération avec un État ne peut pas être une voie à sens unique. Ce que la défense veut n'est pas obtenu. Ce que le bureau du procureur veut, elle l'obtient en 3 jours. Et nous avons déposé une requête à cet égard. Et la chose la plus honorable à faire, c'est de nous soutenir cette requête pour que nous demandions au Rwanda une coopération égale. Et je ne pense pas qu'il soit correct, qu'il soit juste d'essayer de se justifier parce que le paragraphe 6 concernait la demande d'obtention
les interruptions. Et ils disent que nous avons seulement cette correspondance qui est attachée, qui est annexée et qui ne concerne qu'une autre question. La question ici est celle-ci. Ils prétendent qu'ils n'ont pas fait de communication avec l'État. Mais les deux lettres montrent qu'ils essayaient d'obtenir ces informations depuis au moins 2017. Et maintenant, ils nous disent qu'il y a eu plusieurs demandes de ce genre. Ce qui met l'accent sur la nécessité de demander une coopération plus formelle avec cet État pour que nous obtenions les données nécessaires. Eux, ils veulent les obtenir, les analyser. Nous voulons ces données. On ne leur accordera pas 10 mois supplémentaires pour qu'ils puissent nous fournir ce qu'ils veulent bien nous fournir. Voilà ce que je dirais en réponse à leur explication. Merci beaucoup, bureau du procureur. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Nous en tenons aux explications que nous avons données cet après-midi. Plus rien à ajouter. Merci. Je voudrais maintenant demander si une autre équipe de la défense voudrait soulever des questions relatives à l'état de santé des accusés. Si vous souhaitez vous exprimer à huis clos, vous pouvez le faire, ou ex parte, c'est permis. Mais c'est à la fin de cette conférence qu'on pourra considérer s'il est possible de faire un échange ou une information ex parte. La dernière fois, Maître Gashabana, vous vouliez une audience ex parte sur certaines questions. Je vous ai déjà indiqué que vous pouvez faire encore une fois une demande de libération provisoire. Si c'est la question que vous voulez soulever, je pense qu'il serait bien de le faire par voie de requête. Le Président, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et il avait été question effectivement de soulever des questions ex parte, mais après concertation avec la cliente, nous avons jugé utile de reléguer ces questions et au niveau de la gestion, et au niveau du greffe, et surtout au niveau du greffe, et éventuellement au niveau de la prison. Et ce qui fait que je ne soulèverai pas un problème ex parte, mais plutôt il y a un autre point qui nous tient à cœur, Monsieur le Président. C'est la question des fouilles systématiques dont fait l'objet ma cliente depuis le 7 février. Elle a été fouillée pas moins de 3 fois. Et si ces fouilles se conformaient au règlement de procédure et preuve, nous aurions compris. Mais, Monsieur le Président, ce sont des fouilles qui se font généralement en son absence. Et quand une fouille se fait en l'absence de la personne concernée, il se pose pas mal de questions que nous avions soulevées et adressées à la direction de la prison, surtout pour la fouille qui a eu lieu le 1er mai. Nous avions soulevé les fondements légaux de cette fouille, le motif de cette fouille, quelle était sa nécessité, quelle est l'entité qui l'a ordonnée, l'identité et le titre des personnes qui ont effectué cette fouille et de toutes autres personnes présentes et des résultats de ces fouilles. Monsieur le Président, à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de la part du commandant, sauf à nous dire que ces fouilles ont été effectuées conformément au règlement. Cela nous a laissé sur notre soif, Monsieur le Président, et jugeant cette réponse insatisfaisante, car nous estimions qu'elle était manifestement lacunaire, nous avons saisi le greffe de cette demande d'information depuis le 13 mai
Et à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Là aussi, Monsieur le Président, nous aurions souhaité que des mesures graves et exceptionnelles soient prises pour que cette situation puisse cesser. S'il y a fuite, si c'est une fuite qui est fondée légalement et sur le plan réglementaire, au moins qu'on puisse permettre à nos clients d'être présents et de vérifier. Parce que nous ne savons pas, il arrive qu'une fuite soit pratiquée et que les éléments sur lesquels ils se basent pour préparer leur défense soient saisis. Et vous comprendrez le problème que cela peut poser au niveau de la préparation des moyens de défense. Nous aurions souhaité qu'une réponse soit prise à ce niveau-là, car si ce genre de comportement continue, tout ce qu'on est en train de dire sur la communication, tout ce qu'on est en train de dire sur le procès équitable, tout ce qu'on est en train de dire sur les droits de la défense ne serait qu'un vain mot. Voilà, Monsieur le Président, la petite préoccupation que nous avions. Nous avons également un point sur les restrictions injustes, rigoureuses et interminables quant à ce qui concerne les communications de ma cliente. Maître Gachabana, si vous voulez donner de plus amples précisions, il nous faut décréter le huis clos où vous avez terminé vous êtes au bout de votre propos. Monsieur le Président, c'est juste des questions d'ordre général. Je ne crois pas qu'il faille décréter le huis clos. Cela concerne les conditions qui sont imposées à ma cliente quand il s'agit, par exemple, de communiquer avec les personnes qui lui sont proches. Je ne sais pas si... Je n'ai pas l'intention de vous empêcher de parler. Je voulais seulement m'assurer de la nécessité du huis clos ou non, Madame. Alors, nous arrivons donc à la fin de cette conférence de mise en état. Aujourd'hui, je remercie les parties pour leur coopération dans le cadre de ce procès. Merci. Vous levez.